Le nom de Georges Gilbert Baongla revient depuis des années dans les discussions les plus sensibles autour du pouvoir camerounais. Pour certains, il serait lié à la famille présidentielle. Pour d'autres, cette proximité relèverait davantage d'une construction politique et médiatique que d'une réalité biologique. Et pendant longtemps, le flou a entretenu le mystère. Mais cette fois, ce n'est pas un opposant anonyme, ni un internaute qui relance le débat. C'est Marlène Mvutu. Et sa sortie a immédiatement provoqué un choc dans certains cercles politiques et médiatiques au Cameroun. Parce qu'elle ne s'est pas contentée d'émettre un doute. Elle a directement remis en cause la filiation revendiquée depuis des... Baongla n'est pas le fils de Paul Biya. Une phrase courte, directe, sans nuance. Et dans l'univers du pouvoir camerounais, ce type de déclaration n'est jamais anodin. Parce qu'au Cameroun, les questions liées à la proximité avec le sommet de l'État ont toujours eu une dimension particulière. Être perçu comme proche du pouvoir peut ouvrir des portes, créer une influence symbolique, renforcer une image publique. Et c'est précisément pour cela que la question de la filiation supposée de Georges Gilbert Baongla a toujours fasciné une partie de l'opinion. Pendant des années, son personnage public s'est construit autour de cette réputation d'homme connecté au cœur du pouvoir. Certains le présentaient comme un fils caché du président. D'autres parlaient simplement d'une proximité politique ou relationnelle. Mais officiellement, le sujet est resté entouré d'un énorme silence. Et c'est ce silence qui a laissé place à toutes les interprétations possibles. Dans beaucoup de systèmes politiques marqués par une forte personnalisation du pouvoir, les rumeurs familiales prennent souvent une importance énorme, parce qu'elles touchent directement à la succession, à l'influence et aux équilibres internes. Et dans le cas du Cameroun, où Paul Biya dirige le pays depuis plusieurs décennies, tout ce qui touche au cercle présidentiel devient automatiquement un sujet sensible. C'est dans ce contexte que la sortie est présentée comme une personnalité ayant grandi dans l'ombre du sérail. Autrement dit, quelqu'un qui connaît les codes, les réseaux et les réalités du pouvoir camerounais. Et c'est exactement ce qui donne autant de poids médiatique à ses propos. Mais il faut immédiatement apporter une précision essentielle. À ce stade, nous sommes dans le domaine des déclarations publiques et des affirmations personnelles. Aucune preuve officielle ou document public présenté ici ne permet de confirmer de manière indépendante les propos avancés. Et cette nuance est fondamentale. Parce que dans ce type d'affaires, les perceptions, les rivalités et les stratégies d'influence jouent souvent un rôle aussi important que les faits eux-mêmes. Mais malgré cette prudence, la sortie de Marlène Mvutu provoque immédiatement une onde de choc. Pourquoi ? Parce qu'elle touche à quelque chose de très puissant dans l'imaginaire politique, la légitimité. Lorsqu'une personnalité construit une partie de son image autour d'une proximité supposée avec le chef de l'État, remettre en cause cette proximité revient indirectement à fragiliser le symbole sur lequel repose. En contestant cette filiation, Marlène Mvutu ne s'attaque pas seulement à une rumeur. Elle remet en cause tout un récit construit autour du personnage de Georges Gilbert Baongla. Et dans l'espace médiatique actuel, casser un récit peut avoir des conséquences énormes. Parce qu'aujourd'hui, la perception publique est devenue presque aussi importante que les structures officielles elles-mêmes. Un autre élément rend cette affaire particulièrement explosive, le silence institutionnel. Depuis des années, aucune clarification officielle forte n'a véritablement fermé ce débat dans l'espace public. Résultat, chaque nouvelle déclaration relance immédiatement les spéculations. Et sur les réseaux sociaux, le phénomène devient encore plus intense. Certains internautes soutiennent les propos de Marlène Mvutu, estimant qu'elle dit enfin publiquement ce que beaucoup pensent en privé. D'autres, au contraire, y voient une attaque politique ou personnelle contre Georges Gilbert Baongla. Et comme souvent dans ce genre de situation, l'absence de communication officielle claire laisse le terrain totalement ouvert aux interprétations. Mais derrière ce débat sur la filiation, il y a en réalité une question beaucoup plus profonde, celle de la fabrication des figures politiques au Cameroun. Comment certaines personnalités construisent-elles leur influence? Sur quoi repose leur pouvoir symbolique? Et jusqu'à quel point les récits de proximité avec le sommet de l'État peuvent-ils devenir des outils politiques? Parce qu'au fond, cette affaire révèle aussi quelque chose d'important sur le fonctionnement des perceptions dans les systèmes politiques fortement centralisés. Dans ce type de contexte, l'idée même d'être lié au cercle présidentiel peut devenir une forme de capital politique. Parfois, ce capital repose sur des fonctions officielles,
parfois sur des alliances, parfois sur des récits entretenus dans l'espace public. Et c'est exactement ce qui rend ce dossier aussi fascinant pour une partie de l'opinion. Car au final, le débat dépasse largement la question biologique. Il touche à l'influence, à la légitimité, à l'image et à la manière dont le pouvoir est perçu au Cameroun. Et lorsque quelqu'un issu du même univers politique vient contester publiquement ce récit, cela transforme immédiatement une vieille rumeur en affaire politique et médiatique majeure. Pour comprendre pourquoi cette affaire provoque autant de réactions, il faut entrer dans une réalité souvent difficile à saisir de l'extérieur. Au Cameroun, comme dans beaucoup de systèmes politiques fortement personnalisés, le pouvoir ne repose pas uniquement sur les institutions officielles. Il repose aussi sur les perceptions. Et dans cet univers, la proximité supposée avec le sommet de l'État devient parfois une forme de puissance invisible. Depuis des décennies, autour d'Etoudi, circulent des récits, des alliances, des rivalités et des rumeurs qui façonnent une partie du paysage politique camerounais. Certains noms apparaissent régulièrement comme proches du premier cercle, d'autres disparaissent soudainement. Certains montent en influence sans fonction officielle clairement définie, d'autres perdent brutalement leur aura. Et dans cet environnement, l'image compte énormément. C'est précisément là qu'intervient le cas de Georges Gilbert Baongla. Depuis longtemps, son personnage public intrigue. Son style, ses prises de parole, ses apparitions et surtout cette réputation persistante de proximité familiale avec Paul Biya ont contribué à construire autour de lui une forme de mystère politique. Mais il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Dans ce type de système, une rumeur répétée pendant des années finit souvent par produire des effets réels, même sans confirmation officielle, parce qu'une rumeur politique ne fonctionne pas seulement comme une information. Elle fonctionne comme un outil d'influence. Si des gens pensent qu'une personne est liée au sommet du pouvoir, ils peuvent modifier leur comportement envers elle, plus d'attention, plus de prudence, plus de respect, parfois même plus de crainte. Et c'est exactement pour cela que les questions de filiation ou de proximité présidentielle prennent une importance énorme dans l'imaginaire collectif. Elles ne concernent pas uniquement la famille. Elles concernent l'accès au pouvoir. Dans beaucoup de pays, les figures liées au cercle présidentiel sont observées avec fascination parce qu'elles sont perçues comme ayant accès à des informations, des réseaux ou des protections particulières. Et lorsque le silence officiel persiste, ce phénomène s'amplifie encore davantage, car le silence crée un vide. Et dans ce vide, les récits les plus divers peuvent prospérer. Certains y voient une stratégie volontaire, ne jamais confirmer, ne jamais démentir complètement, afin de laisser la perception travailler seule. D'autres pensent au contraire que le silence permet simplement d'éviter de donner trop d'importance à des polémiques. Mais dans tous les cas, le résultat reste le même, le mystère grandit. Et c'est précisément ce mystère que Marlène Mvutu vient aujourd'hui perturber frontalement. Sa déclaration agit presque comme une rupture narrative. Pendant des années, le débat tournait autour du doute, des suppositions et des interprétations. Mais ici, elle adopte une posture totalement différente, l'affirmation directe. Et cette différence change tout. Parce qu'en communication politique, une affirmation claire a souvent plus d'impact qu'une insinuation, surtout lorsqu'elle vient d'une personnalité connue pour son franc-parler et ses prises de position publiques. Mais cette affaire révèle aussi un autre phénomène très important, la manière dont les réseaux sociaux ont transformé les batailles d'influence au Cameroun. Autrefois, les débats autour des cercles du pouvoir restaient souvent confinés aux conversations privées, aux milieux politiques ou à certains médias traditionnels. Aujourd'hui, une simple déclaration peut devenir virale en quelques minutes. Et plus le sujet touche à la présidence, plus l'intérêt explose. Parce que le pouvoir présidentiel occupe une place centrale dans la vie politique camerounaise depuis des décennies, tout ce qui semble lié au cercle présidentiel devient automatiquement un objet de curiosité nationale. Mais cette viralité a aussi une conséquence importante, elle brouille parfois la frontière entre perception et réalité. À force de répétition, certains récits finissent par être considérés comme des vérités établies, même lorsqu'ils n'ont jamais été officiellement confirmés. Et c'est précisément ce qui rend cette affaire délicate. Parce qu'au final, le débat ne porte pas uniquement sur une question biologique ou familiale. Il porte aussi sur la fabrication des récits politiques. Qui construit ces récits? Pourquoi certains récits survivent-ils pendant des années? Et surtout, à qui profitent-ils?
Ce sont des questions fondamentales. Parce qu'en politique, l'influence ne dépend pas toujours uniquement du pouvoir réel, elle dépend aussi du pouvoir perçu. Et parfois, la perception peut être plus puissante que les fonctions officielles elles-mêmes. Il y a également un autre élément très intéressant dans cette affaire, le rôle des figures issues du sérail. Lorsque des critiques viennent de l'extérieur, elles sont souvent facilement rejetées comme des attaques politiques classiques. Mais lorsque des déclarations sensibles proviennent de personnes perçues comme connaissant les coulisses du système, leur impact devient beaucoup plus fort. Et c'est exactement ce qui se passe ici avec Marlène Mvutu. Son intervention donne à l'affaire une dimension différente, non pas parce qu'elle apporte automatiquement une preuve, mais parce qu'elle modifie le rapport psychologique du public au sujet. Les gens se disent, si elle parle ainsi, c'est peut-être qu'elle sait quelque chose. Et dans les dynamiques de pouvoir, cette simple impression peut suffire à déclencher une énorme vague médiatique. Mais encore une fois, prudence. Parce qu'une affirmation forte, même relayée massivement, ne constitue pas automatiquement une vérité vérifiée. Et c'est là toute la difficulté des débats politiques contemporains. Apprendre à distinguer les faits établis, les perceptions, les stratégies d'influence et les récits émotionnels. À mesure que cette affaire prend de l'ampleur, une autre réalité commence à apparaître derrière les déclarations publiques, celle des luttes d'influence autour du pouvoir. Parce qu'au Cameroun, comme dans beaucoup de régimes construits autour d'un pouvoir présidentiel fort et durable, la politique ne se joue pas uniquement dans les institutions visibles, elle se joue aussi dans les réseaux, les alliances discrètes, les rivalités internes et les guerres d'images. Et dans ce type d'environnement, chaque prise de parole peut avoir plusieurs niveaux de lecture. La sortie de Marlène Mvutu ne provoque pas seulement un débat sur la filiation supposée de Georges Gilbert Baongla. Elle relance aussi les spéculations sur les tensions internes autour du pouvoir et sur les différentes batailles d'influence qui existent depuis des années dans les cercles politiques camerounais. Car il faut comprendre une chose essentielle. Dans un système où le sommet du pouvoir reste central depuis plusieurs décennies, l'accès symbolique à ce sommet devient lui-même un enjeu stratégique. Autrement dit, être perçu comme proche du président peut devenir une arme politique. Cela peut donner de la visibilité, créer de l'intimidation, attirer des soutiens ou au contraire susciter des jalousies et des oppositions. Et c'est souvent dans ce contexte que certaines figures deviennent extrêmement controversées. Plus une personnalité semble liée au cœur du pouvoir, plus elle attire l'attention. Mais plus elle attire aussi les critiques. Parce qu'au-delà des individus, ce sont parfois des équilibres de pouvoir qui se jouent en arrière-plan. Et dans les périodes où l'avenir politique d'un système semble incertain, ces tensions deviennent encore plus visibles. Depuis plusieurs années, les débats autour de la succession de Paul Biya alimentent énormément de spéculations au Cameroun. Qui influence réellement les décisions? Qui est proche du premier cercle? Qui prépare l'avenir? Qui cherche à renforcer sa position? Dans ce climat, chaque personnalité associée de près ou de loin au cercle présidentiel devient automatiquement un sujet sensible. Et c'est ce qui explique pourquoi des déclarations comme celle de Marlène Mvutu provoquent immédiatement autant de réactions. Parce qu'elles ne sont jamais interprétées comme de simples opinions personnelles. Le public cherche toujours à lire entre les lignes. Pourquoi maintenant? Pourquoi aussi directement? Quel message réel se cache derrière cette sortie? Et c'est là qu'intervient un phénomène très important dans les systèmes politiques modernes, les batailles narratives. Aujourd'hui, contrôler un récit peut être presque aussi important que contrôler une institution. Parce que les récits façonnent la perception publique. Si une personnalité est perçue comme puissante, elle gagne en influence. Si elle est perçue comme fragilisée, son poids symbolique peut diminuer rapidement. Et dans l'ère des réseaux sociaux, ces batailles narratives se déroulent en permanence. Une déclaration devient virale, des vidéos circulent, des commentaires se multiplient, des anciens propos ressurgissent. Des alliances supposées sont analysées. En quelques heures, une simple phrase peut déclencher une véritable guerre médiatique. Et c'est exactement ce que l'on observe ici. Le plus fascinant, c'est que parfois, la bataille ne porte même plus sur les faits eux-mêmes, mais sur leur interprétation. Certains internautes voient dans cette sortie une volonté de rétablir une vérité. D'autres pensent au contraire qu'il s'agit d'une stratégie pour affaiblir symboliquement Georges Gilbert Baongla dans l'espace public.
Et d'autres encore considèrent que tout cela révèle surtout les fractures internes et les tensions silencieuses autour du pouvoir camerounais. Mais au fond, cette affaire montre surtout à quel point l'image publique est devenue centrale. Autrefois, les figures politiques contrôlaient beaucoup plus facilement leur narration grâce aux médias traditionnels et au contrôle institutionnel de la communication. Aujourd'hui, ce contrôle est devenu beaucoup plus difficile. N'importe quelle personnalité connue peut relancer un débat national avec une simple déclaration. Et une fois que le débat explose sur Internet, il devient pratiquement impossible de le refermer rapidement. C'est pour cela que les affaires liées au cercle du pouvoir prennent désormais une ampleur beaucoup plus grande qu'avant. Internet a transformé les rumeurs en événements politiques permanents. Mais cette transformation a aussi un danger, la confusion entre influence numérique et vérité vérifiée. Parce qu'à force de répétition, certaines affirmations finissent par paraître vraies, simplement parce qu'elles circulent massivement. Et c'est précisément là que l'analyse critique devient indispensable. Il faut apprendre à distinguer ce qui est affirmé, ce qui est supposé, ce qui est interprété et ce qui est réellement confirmé. Sinon, le débat public finit par être dominé uniquement par les émotions et les perceptions. Un autre élément ressort fortement dans cette affaire, la fragilité des symboles politiques. Lorsqu'une personnalité construit son image autour d'un récit particulier, ce récit devient une partie essentielle de son identité publique. Mais si ce récit est contesté publiquement, surtout par des figures connues, cela peut provoquer une fragilisation symbolique très rapide. Et dans les environnements politiques fortement médiatisés, cette fragilisation peut avoir des conséquences importantes sur l'influence réelle ou perçue d'une personnalité. C'est pourquoi les batailles autour des récits sont souvent aussi intenses que les batailles autour des postes officiels. Parce que, au final, le pouvoir moderne se joue autant dans les perceptions que dans les institutions. Pour conclure cette analyse, il faut sortir un instant du tumulte des déclarations, des réactions et des interprétations pour regarder ce que cette affaire révèle en profondeur sur le fonctionnement de la politique camerounaise contemporaine. Parce qu'au-delà du nom de Georges Gilbert Baongla, au-delà de la sortie de Marlène Mvoutou et au-delà des rumeurs persistantes sur une filiation supposée avec Paul Biya, ce qui est en jeu ici, c'est la manière dont le pouvoir est perçu, raconté et reconstruit dans l'espace public. Dans un système politique où le sommet de l'État reste central depuis plusieurs décennies, le cercle présidentiel devient naturellement un espace de projection collective. On lui attribue des influences, des connexions, des décisions visibles ou invisibles. Et autour de ce cercle se développent souvent des récits qui dépassent largement les faits vérifiables. Ces récits peuvent durer des années, parfois des décennies. Ils survivent aux démentis, au silence et même au changement de contexte. Pourquoi? Parce qu'ils ne reposent pas uniquement sur des preuves. Ils reposent sur des perceptions, des suppositions et parfois sur des intérêts politiques ou sociaux. Et c'est là que cette affaire devient intéressante à analyser. La question de la filiation supposée de Georges Gilbert Baongla n'est pas seulement une question biologique. C'est une question de légitimité symbolique. Dans l'imaginaire politique, être associé au cercle présidentiel peut transformer la perception d'une personnalité, lui donner du poids, de la visibilité, voire une forme d'autorité implicite. Mais lorsque cette association est contestée publiquement, surtout de manière directe et sans nuance, cela provoque un choc narratif. C'est exactement ce que cette sortie produit. Elle ne se contente pas de commenter une rumeur. Elle attaque directement le récit qui a pu structurer l'image publique d'une personnalité pendant des années. Et dans un environnement politique où l'image est devenue un capital, ce type de contestation a des effets immédiats. Mais cette affaire révèle aussi quelque chose de plus large, la puissance des récits dans la construction du pouvoir moderne. Aujourd'hui, le pouvoir ne se limite plus aux institutions, aux fonctions ou aux décrets. Il se joue aussi dans la manière dont les individus sont perçus par le public, et cette perception est fortement influencée par les médias, les réseaux sociaux et les déclarations publiques. Dans ce contexte, une simple phrase peut modifier un équilibre narratif. Elle peut renforcer une image ou la fragiliser. Elle peut créer du doute là où il y avait de la certitude, ou au contraire, renforcer une croyance déjà installée. C'est pour cela que les débats autour du cercle présidentiel au Cameroun prennent souvent une dimension beaucoup plus large que les faits eux-mêmes. Ils deviennent des débats sur l'accès au pouvoir, sur les réseaux d'influence, sur les trajectoires politiques invisibles.
Et dans cet espace, les frontières entre réalité, perception et stratégie deviennent parfois floues. C'est aussi ce qui explique la forte intensité des réactions autour de cette affaire, parce que chacun y projette sa propre lecture du système politique. Certains y voient une confirmation de ce qu'ils pensaient déjà, d'autres y voient une manipulation, et d'autres encore y voient simplement une bataille d'influence supplémentaire. Mais au fond, ce qui ressort de manière claire, c'est la transformation profonde de la politique à l'ère numérique. Autrefois, les récits politiques étaient largement contrôlés par des canaux institutionnels et médiatiques plus structurés. Aujourd'hui, ils circulent librement, se confrontent, se contredisent et se recomposent en permanence. Et dans ce nouvel environnement, la vérité n'est pas seulement une question de faits, elle devient aussi une question de crédibilité, de répétition et de perception collective. C'est pour cela que des affaires comme celle-ci prennent une telle ampleur, parce qu'elles ne sont pas seulement des débats sur des individus, elles sont des révélateurs de la manière dont une société construit ses propres récits politiques. Elles montrent comment certaines figures deviennent des symboles, comment certaines rumeurs persistent et comment certaines déclarations peuvent tout relancer en quelques instants. Mais elles rappellent aussi une chose essentielle. Dans un espace saturé d'informations, le recul critique devient indispensable. Distinguer les faits des interprétations, distinguer les affirmations des preuves, distinguer les récits des réalités établies. C'est cette discipline intellectuelle qui permet d'éviter de confondre viralité et vérité. Et c'est précisément dans cette démarche que s'inscrit Cameroun Web Analyse, non pas pour trancher à la place des institutions ou des acteurs concernés, mais pour décrypter les mécanismes, les récits et les dynamiques qui façonnent l'information publique. Au final, cette affaire nous rappelle que la politique contemporaine ne se joue pas uniquement dans les bureaux, les palais ou les institutions. Elle se joue aussi dans les récits, dans les perceptions et dans la manière dont chaque parole peut réécrire temporairement la réalité collective. Et c'est peut-être là la leçon la plus importante. Dans un monde où l'information circule en permanence, comprendre devient aussi important que savoir.